dit qu'elle est yin, donc comme le yin dans le yin et le yang. Donc le yin c'est la force femelle, elle est source de vie. Et ce jardin abrite véritablement tous les poissons et les plantes aquatiques que l'on peut observer. Enfin en tout cas ce jardin offre vraiment un spectacle, apaisant, vraiment d'une nature vraiment sereine, belle, vraiment magnifique. D'autant plus que le temps, ce soleil radieux, vraiment illumine la scène, etc. Donc vraiment un magnifique jardin avec des pierres et des rocailles qui forment les berges et qui déterminent sa forme. Cette eau constitue l'élément majeur du jardin, dont les perspectives sont organisées en fonction du lac terrestre, qui est l'étang principal, et des autres cours d'eau. Ce lac terrestre est alimenté par une chute et s'étend sur une longueur d'environ 60 mètres pour 40 mètres de largeur. Cette surface est tranquille et c'est un peu un vaste miroir dans lequel se reflètent les nuages en mouvement et les différents pavillons, les plantes qui constituent ce lac, etc. C'est vraiment magnifique. Donc voici pour l'eau qui constitue l'essentiel de ce jardin. À côté de cela, il y a un autre élément qui est la pierre. Donc la pierre occupe le rôle de l'élément minéral qui a une place importante et qui fait référence aux montagnes. Elle évoque la grandeur de la nature et stimule l'imagination de qui la regarde. Elle est immobile, dure. Elle représente la force mâle, le yang, qui s'oppose au yin, la force femelle dont on avait parlé avant, et qui est représentée par l'eau. Donc l'eau est le yin et la pierre est le yang. La pierre, c'est l'ossature de la terre, et l'eau, elle, c'est la vie qui palpite à sa surface. Deux types de pierres sont utilisés dans les jardins du bassin sud du Yangtze. Il y a la pierre du lac Tai et la pierre jaune. La pierre dite du lac Tai, elle provient des profondeurs du lac. L'action de l'eau acide a adouci la ligne de la pierre et a creusé dans sa surface des genres de cavités un peu irrégulières qui fait que chaque pierre constitue un paysage en soi. Et donc, comme je l'ai dit avant, près de 500 tonnes de pierres, de cette pierre du lac Tai, ont été importées de Chine pour être intégrées dans ce jardin. Donc la pierre jaune est une variété de tuf dont la plus célèbre provient du pic Fangren des montagnes Yang qui signifie jaune. Donc cette pierre jaune donne comme une impression d'ancienneté et de rudesse. On la prélève généralement à proximité du jardin que l'on va construire. Ici, la brèche de diatrème a été extraite de l'île Sainte-Hélène à Montréal, qui exprime ce caractère local du jardin. Donc formée par un phénomène explosif d'il y a plus de 90 millions d'années, elle se compose d'éléments anguleux insérés dans une matrice grisâtre, plus fine, mais de même composition.
Ensuite, eh bien, il y a les plantes qui sont représentées dans le jardin chinois comme un élément vraiment très symbolique. Par exemple, chaque plante a une symbolique, comme le pin. Le pin est associé à la sagesse. Le bambou, je vous laisse deviner, à la force et l'éthique. La pivoine à la richesse et au pouvoir. Le lotus à la pureté. Et le prunier à la noblesse. Voici quelques exemples de cette symbolique pour quelques plantes. Donc la période de floraison participe également à cette symbolique. Ainsi, les floraisons précoces du prunier, du bambou et du pin contribuent à l'esthétique du jardin en apportant des couleurs alors que le jardin est recouvert de neige. Il représente donc également la ténacité et la résistance à l'adversité. Ensuite, bien évidemment, dans chaque jardin, comme dans le jardin japonais, il y a présence d'animaux. Et ces animaux peuvent être représentés par des sculptures ou bien être tout simplement présents, comme les carpe-cueils dans le jardin japonais. Donc ici, on a parfois des dragons qui ont le rôle de représenter l'empereur et le ki lorsqu'il danse. Le ki, c'est la force vitale qui circule dans chacun de nous. Il n'a bien évidemment pas de connotation négative comme dans la culture occidentale. Le dragon est vraiment sacré. Ensuite, il y a le phénix qui symbolise l'impératrice et qui est donc bien évidemment associé au dragon. Euh, le phénix qui renaît de ses cendres. On passe du phénix à la tortue, qui est un symbole de longévité et d'endurance. Donc c'est là qu'on voit les différences culturelles entre Occident et Orient. Tortue qui est symbole d'endurance, alors que si l'on se remémore les fables de La Fontaine, eh bien en fait non, j'allais dire une bêtise. Finalement dans les fables c'est bien la tortue qui gagne, donc on pourrait bien dire qu'elle est symbole d'endurance malgré sa lenteur apparente. Donc il y a également des poissons, donc toujours des carpes bien évidemment qui représentent la persévérance. En effet, puisque la carpe va lutter à contre-courant vers la porte du dragon, où elle se transformera elle-même en dragon. Donc symbole de persévérance de cette lutte contre le courant pour au final se transformer en dragon. Enfin, un autre animal, c'est la chauve-souris, qui est, elle, une marque de chance ou de fortune dans la culture japonaise, chinoise, pardon. Donc ensuite, dans ce jardin, vous pouvez voir eh bien, des pavillons, un à gauche et un à droite, très beau. Et on voit justement ces belles toitures qui s'élèvent ici et là dans le ciel à travers les feuillages des arbres. Témoin de la place, petite mais essentielle de l'homme dans l'univers, la composante architecturale s'intègre naturellement à l'ensemble du jardin. Dans le jardin des rêves, il y a 7 pavillons de style classique, ouverts ou fermés, qui représentent la diversité architecturale des jardins.
sommet est constitué d'une grosse roche plus résistante aux effets de l'érosion, ce qui donne une forme assez étrange puisque ça fait une colonne assez longue et à ce sommet un gros bloc de pierre, de terre qui a résisté. Donc vous pourrez vous renseigner également là-dessus. Elles sont présentes un peu partout dans la planète et elles sont à l'origine de nombreuses croyances ou légendes. On peut en trouver en France, près de Embrun dans les Hautes-Alpes, dans la région de Cappadoce en Turquie, mais aussi dans d'autres régions à l'ouest de l'Amérique du Nord comme le Grand Canyon, où là on les appelle houdous justement. Donc voilà pour cette petite digression. Donc je vais continuer sur le Gongshi. Donc pour en revenir au Gongshi, ces pierres ont été sculptées par la nature et sont vraiment des œuvres d'art minérales et infiniment appréciées par les Chinois depuis plus de 2000 ans. On dit que le Gongshi est à la attention, j'ai du mal. On dit que le Gongshi est à la miniaturisation des éléments rocheux, ce que le Benjing, dont je vous ai parlé juste avant, est à la miniaturisation des paysages. Donc je sais pas si vous voyez un peu le rapport. Le Benjing, donc voilà justement on miniaturise des paysages et le Gongshi finalement c'est un petit peu la même chose. On miniaturise des éléments rocheux. Enfin quand je dis on, c'est la nature qui miniaturise des éléments rocheux et qu'après on va collectionner. Donc justement, donc le Benjing, je reviens rapidement, donc c'est un ancien art chinois. En fait je viens de voir que dans mes notes j'en avais quand même parlé. Donc du coup je vais quand même vous en faire profiter. Donc c'est un ancien art chinois qui constitue à faire pousser des plantes et des arbres dans des pots tout en recréant un paysage. Et donc qui est à l'origine des bonsaïs japonais justement qui sont plus connus. Justement, et donc les courbes et les cavités tortueuses des Gongshi justement éveillent l'imagination et évoquent un paysage ou un personnage. Une chute d'eau, un dragon ou encore un vieillard. On peut imaginer tout ce qu'on veut en regardant, en contemplant un Gongshi. Et c'est ce qui suscite justement l'émotion chez celui qui les contemple. Donc vous pouvez justement admirer là quelques Gongshi que j'ai pris en photo qui se trouvaient dans un des pavillons du jardin. Donc, le Gongshi, c'est un art millénaire. Il y a longtemps que les Chinois utilisent des pierres pour embellir leur jardin ou leur cour intérieure, mais il faut attendre la dynastie des Tang et non plus de Ming pour que les lettrés, donc un lettré c'est un érudit qui est au service de l'état impérial, il faut attendre la dynastie Tang pour que la pierre intègre leur espace privé. Et c'est à cette époque que le Gongshi naît, et qui veut dire littéralement pierre à montrer. Donc justement, l'art du Gongshi atteint par la suite des sommets de l'élégance et les collections se multiplient. Il est courant en fait au final d'apporter son Gongshi avec soi lors d'un déplacement et même d'en offrir un à l'occasion d'une mission à l'étranger. Donc c'est un véritable cadeau de la nature, je trouve ça vraiment très beau. Donc on peut finalement dire qu'il s'agit d'une montagne portative. Et justement, en présence d'un Gongshi, on va apprendre à méditer, à philosopher. Les amateurs vont le peindre ou vont écrire des poèmes en présence de ce Gongshi. Il devient vraiment un support de contemplation et d'évasion. C'est vraiment un contact direct avec la nature. Et ça permet de voyager dans les montagnes sacrées, séjour des dieux et des immortels, et de se relier à l'essence du Qi, donc la force vitale universelle qui circule en nous. Donc pour les Chinois, finalement, la pierre, c'est l'ossature du monde, et c'est en ce en quoi se concentre l'énergie la plus pure. Ainsi, sous toutes ses formes, même les plus surprenantes, la nature est source de vie, de sagesse et de connaissance. Donc, alors, maintenant je vais vous parler de l'esthétique d'un Gongshi. Parce que bien évidemment, le Gongshi se juge suivant 4 critères de qualité esthétique.
voici pour ces 4 principes d'esthétique du gongshi. Donc dans l'univers du gongshi, il y a 4 types de pierres qui sont réputées pour être précieuses. Enfin, donc il y a d'abord la pierre Lingbi qui est très prisée, qui a un calcaire dur, gris foncé ou noir, et qui produit un son métallique quand on le frappe. Il y a également la pierre de Lactaï dont on a parlé juste avant, qui est gris pâle et dur, mais ses multiples perforations la rendent fragile. Après il y a la pierre Ying, qui est un calcaire d'apparence ridée, aux lignes tortueuses et qui est parcouru de petits sillons pâles. Et enfin la pierre Kun, qui est rare et précieuse, qui est en fait un cristal de roche d'une magnifique teinte crème ou rosée. Donc voilà, ça c'est des calcaires assez précieux et qui sont prisés pour le type de pierre, qui sont prisés pour l'art du gongshi. Voilà, donc j'en ai fini avec cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a relaxé. Je suis désolé en fait parce que à chaque 10 minutes la vidéo se coupe et je suis obligé de recommencer. Du coup mon intonation de voix peut parfois changer. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée.